Bonjour Catherine, Bonjour Vanessa. je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Ambitieuse et engagée. L'objectif de notre échange, l'intention que je pose dans notre échange, c'est vraiment qu'on puisse montrer ce qu'est une vie de leader comme tu peux l'être et quels a été en fait les passages de ta vie, qu'est-ce que tu as traversé pour pouvoir arriver là où tu en es, là où tu en es aujourd'hui. Donc, la première question que je vais te poser, c'est tout simplement de te présenter. Qui es-tu, Catherine? Déjà, merci beaucoup pour cette invitation, Vanessa. Donc, moi, je suis Catherine Pi, je suis la fondatrice d'Envolez-moi, qui a vocation à accompagner les personnes qui ont connu un burn-out à rebondir vers leur deuxième vie professionnelle, mais pas que, parce que quand on se transforme, on transforme sa vie professionnelle, mais aussi sa vie personnelle. Donc, voilà, je suis psychologue du travail de formation, j'étais RH dans les entreprises avant. J'ai moi-même connu un burn-out en 2017 et c'est ce qui m'a conduit sur cette voie. Et petit à petit, venir à créer cette entreprise qui est Envolez-moi aujourd'hui et qui a bientôt 5 ans d'existence aujourd'hui. Alors, parle-nous de cette ancienne vie, de ce point de bascule qui a été effectivement pour toi le burn-out. Comment ça s'est passé pour toi, ce moment charnière, ce moment où tu as décidé de te réinventer professionnellement? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, je ne peux plus retourner en entreprise? Alors, c'est une histoire déjà totalement inattendue. Totalement inattendue. Moi, je n'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. Je dirais même au contraire, parce que j'avais autour de moi que des images d'entrepreneurs surbookés, qui travaillent les week-ends, etc. Donc, ça ne me donnait pas du tout envie. Le fait est que j'ai croisé sur ma route ce que beaucoup croisent aujourd'hui, à savoir un burn-out, chose que, comme tout le monde aussi, à qui ça arrive, en tout cas, je n'ai pas vu arriver, chose que je pensais qu'il ne m'arriverait jamais. Le fait est que voilà, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, comme je dis. Et en 2017, effectivement, j'avais conservé un poste de chef de projet RH dans lequel j'essayais de monter une université d'entreprise et en même temps accepter la mission qu'on m'avait proposée de reprendre la responsabilité du service ressources humaines d'un gros site industriel. Donc j'ai cumulé les deux, confiante, engagée, comme je l'ai toujours été. Et puis, ça ne l'a pas fait. Ça a fait un petit peu trop pour une personne. Et j'ai assez rapidement voilà, coulé sous la charge. Et j'ai fini par, voilà, un jour, être obligée de rentrer à la maison. Ça, c'est suite à une altercation avec mon responsable hiérarchique. Qui me mettait une belle pression parce que lui-même venait d'être nommé et il voulait réussir, etc. Donc il n'était pas vraiment à l'écoute et il n'était pas vraiment aidant. Et puis je l'aimais pas trop et je crois que c'était réciproque aussi. Ça arrive dans les entreprises. Donc, voilà, du coup, je me suis retrouvée chez moi complètement perdue, complètement assommée, complètement. Je ne comprenais pas ce qui se passait. En étant RH, hein, on sait tous que quand il nous arrive un truc comme ça, je me disais, ça y est, je suis grillée dans l'entreprise. Comment ça va se passer, mon retour? Enfin, quel regard on va porter sur moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Donc, c'était très, très compliqué. Donc, j'ai été arrêtée quelques temps. Bon, j'ai eu un médecin qui n'était pas, lui non plus, très compréhensible sur le burn-out. Donc il m'a assez rapidement dit, faut y retourner. Donc, j'y suis retournée. Et là, quand j'y suis retournée, c'était juste pas possible. C'était juste pas possible. Et du coup, de fil en aiguille, voilà, j'ai demandé à mon entreprise une rupture conventionnelle parce que déjà, eux, ce que je craignais est arrivé, c'est-à-dire qu'ils ne me faisaient plus confiance, Ok, alors que ça faisait 7 ans que je travaillais dans cette boîte, que c'est j'avais dingue. que j'avais toujours donné le meilleur et que j'avais, je crois, plutôt une bonne réputation. Sinon, d'ailleurs, on ne m'aurait pas proposé le poste qu'on venait de me proposer. Mais il a suffi d'une fois, d'une écartade, d'une fois où j'ai mis le pied à terre pour qu'on ne me fasse plus confiance. Et donc tout ça m'a terriblement marquée. Et donc là, je me suis dit, c'est pas possible. Et j'ai beaucoup pleuré, j'étais vraiment très mal. Et donc voilà, j'ai demandé une rupture conventionnelle parce que c'était plus possible. Pour autant, c'était pas une décision facile parce que cette rupture conventionnelle, c'était
sans plan B, hein. C'était la première fois de ma vie, j'avais 44 ans à l'époque. J'avais jamais connu le chômage depuis la fin de mes études, donc je savais pas du tout. J'habitais dans une petite ville, enfin bon, voilà, il y avait pas pléthore, j'étais pas en région parisienne, quoi, hein. Je venais d'acheter une maison, enfin bon, bref, j'avais plutôt installé les choses. Donc, voilà. En tout cas, j'ai senti que j'avais pas le choix, que c'était ce qui était juste, parce que c'était plus possible d'y retourner. Donc, j'ai pris quelques mois pour laisser passer l'orage, me retrouver, me ressourcer. Et puis, petit à petit, bien évidemment, hein, comme tout le monde, on se dit, ça va pas pouvoir continuer comme ça, il va bien falloir que je retravaille. Et là, grosse question, grosse interrogation, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de moi? Je ne sais rien faire d'autre que faire des RH finalement, puisque j'ai toujours travaillé là-dedans. Donc, j'ai commencé à chercher des boulots, à chercher des offres d'emploi. Alors, je cherchais, comme beaucoup, je crois, qui connaissent un burn-out, des boulots qui du coup, étaient en deçà de ma responsabilité, avec pas trop de responsabilité. Enfin, voilà. Moi, j'étais responsable RH d'un site de 700 personnes, mais si j'avais pu retrouver un poste de chargé de formation au développement RH, sans responsabilité, sans management, juste m'occuper de petites formations, ça m'allait très bien. Donc j'ai commencé à postuler à ce genre de truc. Bien évidemment, j'ai pas été retenue parce que c'était pas du tout cohérent dans mon parcours. J'ai postulé à des postes de RH, mais j'ai eu des entretiens. J'avais pas du tout envie. En fait, je sentais que l'envie n'était pas là. Et donc là, au bout d'un moment, je me suis dit bon, il faut que tu te poses des questions parce que là, ça va pas. Donc, je me suis fait accompagner. En fait, j'ai cherché une coach qui m'a aidée à y voir un petit peu plus clair sur qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce quand je serais grande. Et ça m'a beaucoup aidée déjà à retracer mon parcours, à voir ce que j'avais aimé, pas aimé, à voir ce que j'avais, voilà, ce qui me tenait à cœur, ce que j'avais envie de retrouver. Et juste après ça, il se trouve que cette coach, en fait, elle travaillait pour un centre de bilan de compétences. Et ils recherchaient des gens parce qu'ils avaient beaucoup de demandes. Donc, du fait de m'avoir suivie, elle savait que c'était quelque chose qui m'intéressait. Et donc, elle m'a demandé, est-ce que ça t'intéresse? Alors oui, la réponse était oui, ça m'intéressait. Mais sauf que pour pouvoir faire des bilans de compétences, il fallait que je devienne entrepreneur, puisqu'il fallait que je propose ces services en freelance. Et là, je peux vous dire que j'ai passé des nuits mouvementées, angoissées, en me disant, oh là là, mais moi, ça me faisait terriblement peur parce que j'avais entendu que, voilà, si je me lançais en tant qu'entrepreneur à la fin des ACDIC, eh ben, j'avais plus rien, j'avais plus aucune sécurité. Donc, je commençais à me faire tout un tas de scénarios catastrophes dans ma tête. Et puis, à un moment donné, je me suis raisonnée et je me suis dit, bon, écoute, tu peux essayer. Rien ne t'oblige à aller au bout des 2 ans de chômage si tu vois que ça ne fonctionne pas. Tu as envie, essaye, vois ce que ça donne. Et puis, si au bout d'un an, ça ne fonctionne pas bien, eh ben, tu reviendras en arrière et puis tu seras toujours temps de repostuler à des postes RH, etc. Et donc, je me suis lancée en faisant j'ai commencé en faisant des bilans de compétences. Là, j'ai rencontré pas mal de gens qui avaient connu des burn-out. Donc, du coup, ça matchait bien entre nous. En tout cas, on se comprenait. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, le bilan de compétences, ce n'est pas la bonne méthode pour ces gens-là. Et que petit à petit, par tout un tas d'anecdotes et de synchronicités, je suis tombée sur plusieurs choses qui m'ont donné des idées et pour lesquelles je me suis dit, et si Et si finalement, moi, je pouvais proposer ma propre méthode avec tout de suite la volonté de le faire à distance, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas encore eu le Covid, il n'y avait pas encore eu tout ce truc de télétravail, etc. Donc, être coach à distance, ça commençait à se faire, mais ce n'était pas non plus énorme. Et donc, voilà, j'ai pris la décision de me lancer. Et c'est comme ça que je suis devenue, que j'ai passé le pas et que je suis devenue entrepreneur. Ah, c'est toujours intéressant ces parcours de vie parce qu'on a vraiment le sentiment que les choses, elles peuvent être très fluides et que les opportunités, elles peuvent arriver comme ça, un peu de façon magique. Et j'ai toujours grand plaisir à écouter tous vos parcours de vie. Ça éclaire des lanternes chez moi, c'est vraiment super. Alors, comment ça s'est passé, du coup, cette création d'entreprise, puisque tu nous parles effectivement que voilà, tu avais évolué dans un environnement où tu n'avais pas forcément une bonne image de l'entrepreneuriat et toutes ces peurs en lien avec la sécurité.
Donc, donc tu t'es lancé, tu as affiné ton projet. Et comment ça s'est passé du coup, la suite, vraiment plus le lancement de cette nouvelle activité? Sur quelles ressources tu t'es appuyé toi pour pouvoir vraiment structurer finalement ton entreprise et créer ta méthode? Enfin, parle-nous de tout ça. Alors c'est vrai que au départ, j'ai démarré avec simplement une idée qui était de vouloir accompagner les personnes qui avaient connu un burn-out à la reconversion, à la transition professionnelle. J'avais pas beaucoup plus de méthodes, d'outils que ça. Ceci dit, j'ai aussi, je dois l'admettre, à pas mal utilisé mes clients de centres de bilan de compétences et du coup de ceux qui faisaient des bilans de compétences avec moi pour tester des méthodes, tester des outils. Intéressant. Ce qui me faisait du coup voilà, et tester les choses déjà sans prendre de risques, puisque les gens étaient financés pour leur bilan de compétences, ils n'avaient pas financé eux-mêmes. Donc voilà, donc ça m'a permis aussi d'avoir des retours, ça m'a permis aussi de lier des belles relations avec ces clientes qui ont accepté de me laisser des témoignages aussi, donc que j'ai repris à mon compte. Je ne sais pas si c'était légal, mais en tout cas, je l'ai fait et ça m'a jamais posé de problème. Et donc ça, voilà, déjà, j'ai commencé, d'ailleurs, c'est souvent quelque chose que je préconise. Finalement, ça m'a permis de commencer mon aventure entrepreneuriale avec un bridge job, quoi, avec un job qui faisait le pont entre mon lancement d'entreprise et puis quelque part une activité qui avait un lien avec mon entreprise, qui me permettait d'être en contact avec ma future cible, qui me permettait de développer des compétences et qui me permettait de tester une méthode. Et qui, alors, last but not least, me permettait aussi de prolonger mes assédiques. Donc, ça me donnait quelque part une sécurité financière, puisque du coup, à chaque fois que j'étais rémunérée pour mon activité, je grappillais du temps d'assédique de disponible. Et ça, moi, personnellement, c'était important dans mon esprit pour me sentir en sécurité. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Et puis, après, quand je parlais de synchronicité, c'est que voilà, j'avais été en contact avec des coachs et je fais un petit coucou à Bérangère si jamais elle écoute ton podcast. Bérangère Tuchman qui aujourd'hui n'est plus dans le métier, mais voilà, c'est une des personnes que j'avais contactées pour me renseigner sur le métier de coach et qui m'avait gentiment répondu. Et il se trouve que du coup, je la suivais dans sa newsletter et un jour, elle a mis en avant des coachs en web marketing. Et je me suis dit, waouh, mais ça, en fait, c'est exactement ce qu'il me faut parce que j'ai envie de créer mon entreprise. Je sais ce que je veux faire, mais je sais que je veux le faire à distance, mais le fait est que je ne sais pas du tout comment faire. Je n'ai jamais fait de site web de ma vie. J'ai mon petit Facebook avec mes parents, ma famille et mes amis et LinkedIn, mes relations professionnelles, mais c'est pas ça qui va pousser bien loin. Donc, si j'ai un truc sur lequel j'ai besoin d'être aidée, c'est vraiment sur la stratégie web marketing, sur comment je fais un site web, comment je fais pour trouver des clients. Et donc, j'ai pas hésité, j'ai pris contact avec, d'ailleurs, elle avait mis en avant 2 personnes. J'en ai choisi une qui m'a parlé tout de suite. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, Vanessa. Ouais. J'ai pas tergiversé. Hein. Moi, de toute façon, je suis comme ça. Je suis pas du genre à faire une étude de marché de la mort pour comparer les prix, la durée, les machins, etc. Je dis non, voilà, cette fille-là, je l'ai écoutée, j'ai regardé ses vidéos, j'aime son énergie. Je l'appelle, je prends un rendez-vous découverte et si ça le fait, ça le fait. Si ça le fait pas, ça le fait pas. Le fait est que ça l'a fait. Donc, moi, je suis de celles, et je crois que je suis une de ces rares clientes qui s'est décidée, en la connaissant même pas depuis quelques semaines et en osant investir du coup dans un accompagnement de 6 mois qui coûtait à l'époque plus de 4 000 €. Et là, je me rappellerai toujours aussi de la réaction des gens autour de moi qui me disaient mais attends, tu crées ta boîte, ça n'existe pas ce truc-là. Effectivement, ça n'existait que très peu sur le web à cette époque-là. Maintenant, c'est en train de fleurir, mais si ça marchait, il y aurait déjà des gens sur le coup. Donc, non seulement tu ne sais pas si ça va marcher, ça n'existe pas ou presque, et tu dépenses déjà près de 4 000 € pour te lancer, alors même que tu n'as rien gagné et que tu ne sais pas si ça va marcher. Mais moi, j'étais convaincue que c'était ce qu'il fallait faire, et en plus, je crois que j'en avais besoin, parce que partir toute seule, c'était un peu stressant pour moi.
Donc, du coup, je suis partie avec cette coach et alors, je ne l'ai jamais regretté de ma vie parce que, du coup, elle m'a donné voilà, toute la méthode, hein, comment construire son offre, comment construire son positionnement, comment construire son site web, comment utiliser les réseaux sociaux, comment communiquer, etc. Ce qui fait qu'en 6 mois, j'avais tout ça. En 6 mois, j'avais commencé à communiquer et très rapidement derrière, il y a des premiers clients qui sont arrivés timidement. Voilà, alors c'est la panique à bord au début, entre l'excitation et la peur, mais ça s'est bien passé, ça s'est toujours bien passé. Donc voilà, les ressources, la principale ressource pour moi, ça a été cette coach, cette décision en tout cas d'être accompagnée dès le début pour partir sur de bonnes bases. Et ça, c'est une décision que je ne regretterai jamais. Et l'autre ressource qui a été énorme et que je n'imaginais pas à cet instant-là, quand j'ai pris cet accompagnement, c'est la richesse de la connexion avec d'autres entrepreneurs. Parce que je disais tout à l'heure à quel point j'ai flippé quand j'ai décidé de me lancer. Mais quand je me suis lancée, je peux dire aussi que je me suis retrouvée avec une trouille au mètre à plus 1000, en me disant mais ça va jamais marcher, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, mais c'est n'importe quoi. Enfin, tous les scénarios catastrophes qui peuvent nous passer par la tête, quoi, hein, à tel point que ma coach m'a dit écoute, est-ce que tu es vraiment faite pour être entrepreneur? Parce que si tu flippes comme ça, enfin, pose-toi des questions. Donc, bon, le fait est que j'ai continué et j'ai finalement appris à gérer ces peurs au fil du temps. Mais au début, elles étaient très, très fortes. Et donc, du coup, d'être entourée d'autres entrepreneurs qui avaient vécu la même chose que moi, étaient passés par la même chose, à qui je pouvais communiquer ma frousse, et ça m'a vachement aidée. Parce que, mine de rien, même si notre entourage est aidant, présent, etc., c'est quand même une prise de risque. Et moi, j'étais en plus le plus gros salaire du foyer. Mon mari gagnait le SMIC, hein, donc très clairement, j'avais pas trop le droit à l'erreur. Enfin, en tout cas, si ça marchait pas et si j'y arrivais pas, il fallait quand même assez vite que je puisse me retourner, parce qu'encore une fois, je venais d'acheter une maison, etc. On avait des factures, il fallait que ça tourne, quoi, hein. Alors, le temps des acédiques, ça allait, mais j'avais pas de plan B, quoi. Donc, ça veut dire aussi que déjà, le métier d'entrepreneur, la vie d'entrepreneur, quand on n'est pas entrepreneur, les autres ne comprennent pas ce que vous traversez, comprennent pas ce que vous essayez de mettre en place. Donc, on est quand même assez seul, quoi, hein. Donc ça, la deuxième ressource qui a été mais vraiment hyper importante, c'est cette communauté d'entrepreneurs. Et puis voilà, la preuve, on est encore en contact aujourd'hui et je suis encore en contact avec pas mal d'autres personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là. Il y a vraiment quelque chose qui s'est créé, qui s'est lié à ce moment-là, avec des relations qui perdurent et qui sont toujours hyper importantes pour moi. Oui, c'est juste ce que tu dis, Catherine, parce que quand on est salarié et qu'on fait ce passage, cette transition entre salarié et l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on n'a pas conscience de la force du groupe, de la force de la communauté, et c'est vraiment ce concept du cerveau collectif où on met plusieurs personnes dans une même salle. Alors, en l'occurrence, c'est une salle virtuelle, mais effectivement, ça permet de nourrir les échanges, ça permet de s'inspirer, ça permet d'être boosté, d'être motivé. Souvent, quand je parle de mes accompagnements à mes clientes et que je leur dis il peut y avoir que du groupe, et il peut y avoir de l'individuel et du groupe. Et c'est vrai que pour certaines personnes, le groupe, elles se disent « Ah, je sais pas trop ». Et à la fin de l'accompagnement, elles me disent « Mais le groupe, c'est d'une valeur extraordinaire ». Et c'est vrai qu'on n'en a pas forcément conscience. Donc, merci de parler de cette ressource parce que quand on est, encore une fois, salarié, c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience que le fait d'être entouré des mêmes personnes qui traversent ce qu'on traverse, c'est effectivement hyper enrichissant. Alors, parle-nous aujourd'hui un petit peu plus en détail de ta vie entrepreneur. Est-ce que tu as traversé des moments de doute? Alors, tu nous en as parlé là un petit peu, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a eu vraiment des échecs? Est-ce que pendant ton parcours, à un moment donné, tu t'es dit non, mais faut que j'arrête tout, je vais mettre la clé sous la porte? Ou est-ce qu'au contraire, pour toi, les choses ont plutôt été fluides et depuis que tu es lancée, c'est tout beau, tout rose?
Alors non, c'est pas tout beau, tout rose. J'ai eu la chance quand même, d'avoir un démarrage assez fluide. Avec encore une fois ce démarrage, en parallèle avec ma vie de freelance en bilan de compétences. Petit à petit donc cette montée en puissance d'Envolez-moi et d'arrivée de clients. Je vais dire que les la première année, ça s'est bien passé. La deuxième année, bah, du coup, j'ai commencé à me faire bouffer d'ailleurs par mes missions de conseil RH et j'avais de moins en moins de temps pour, m'occuper d'Envolez-moi et j'étais de plus en plus du coup, de nouveau épuisée parce que je faisais des choses qui me plaisaient pas trop, qui me rapportaient beaucoup d'argent. Enfin beaucoup d'argent, tout est relatif, mais en tout cas qui gagnait bien mais dans lequel je m'éclatais pas. Donc la deuxième année, la grosse décision, ça a été de décider d'arrêter ce qui fonctionnait bien et ce qui me faisait vivre, et ce qui me donnait cette sécurité. En me disant, là ça fait 1 an, OK, ça fonctionne, mais tu es dépendant des autres, tu es dépendant de ces organismes qui te donnent ou pas des missions. Et pendant tout ce temps-là, alors que tu as une sécurité et tu as un filet de sécurité avec les ascétiques, tu ne développes pas ta propre activité. Et c'est pas quand tu auras plus rien et que tu auras la corde au cou autour du cou qu'il faudra se dire ah bon, voilà, je prends le risque de tout lâcher et de lancer mon activité. Donc, ça a été, mais là aussi, une grosse décision et j'étais pas fière quand je suis allée voir mes partenaires en leur disant écoutez, je mets en stand-by pour le moment. Un peu, je me disais, ça se trouve, dans quelques mois, je vais revenir, excusez-moi l'expression, mais la queue entre les pattes, en leur demandant du boulot parce que ça n'a pas fonctionné. Donc, bon, pour autant, j'ai tenté le coup et encore une fois, bah, j'ai bien fait parce que bah, j'ai remis toute mon énergie sur la communication, sur mon offre, sur aller chercher des clients, sur me faire connaître, etc. Et du coup, alors que la deuxième année, j'espérais juste faire au moins aussi bien que ma première année en chiffre d'affaires, et ben, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Donc, les 2 premières années, c'était top. Je me suis dit: «Waouh, super, tout fonctionne et cetera, tout roule». Troisième année, je commence à être sur un bon rythme, des clients qui viennent régulièrement, donc c'est génial. Sauf que là aussi, je commence à m'épuiser, parce que beaucoup de rendez-vous individuels, une organisation et un business model qui n'étaient pas réfléchis, en tout cas pour, accueillir de plus en plus de monde. Et là, je me dis à la fin de l'année: «OK, super, tu as encore, augmenté ton chiffre d'affaires, mais là, tu y es pas dans le sens où pourquoi tu es devenue entrepreneur? Moi, je suis devenue entrepreneur pour avoir du temps libre, pour, ne pas devenir esclave de mon entreprise, pour, avoir du temps pour moi, enfin voilà, pour kiffer ma life. Donc, si c'est pour travailler, autant et me retrouver fatiguée, puis au bout d'un moment même avoir un peu de presque plus d'envie quoi, on c'est pas OK. Donc là, j'ai remis les compteurs à zéro. J'ai dit: «Bon, il faut que je change de modèle». Bah, j'ai repris ma première coach. J'ai été la rechercher en lui disant: «Écoute, ça y est, là, j'ai passé un cap. J'ai besoin de toi pour que tu m'aides à trouver, une organisation, un business model qui me donne plus d'air, plus de respiration, tout en continuant, bah, voilà, à pouvoir développer mon activité». Donc on a travaillé là-dessus. Elle m'a beaucoup aidée, mais je crois que j'étais pas prête. Parce que quand je dis: «Elle m'a beaucoup aidée», bah, voilà, il y a pas de secret, hein, au bout d'un moment, faut passer au groupe, pour avoir un impact plus important. Mais dans ma tête, j'étais pas prête. Donc j'ai lancé des groupes, mais j'étais pas prête. Ce qui fait que les résultats ont été moyens, et j'ai fini par, abandonner. Maintenant, je relance les groupes, mais parce que j'ai changé d'état d'esprit et maintenant je suis prête. Maintenant, j'ai lâché mon syndrome du sauveur et maintenant, je sais que les personnes qui achètent du groupe, bah, voilà, elles ont pas la même prestation que l'individuel, elles sont pas aussi poussées et je suis prête à lâcher ça et à leur laisser cette responsabilité-là. Donc la troisième année, voilà, j'ai du coup, ben, vraiment retrouvé de l'air, de la respiration et ça a été vraiment important pour moi. Mais alors bizarrement, j'avais le sentiment que ça marchait plus et j'ai mis du temps à comprendre que cette impression que les clients n'étaient plus là, que, voilà, que ça fonctionnait plus, que ça se développait plus, parce que j'avais un temps de travail inférieur. Vous savez, cette fameuse, croyance pourtant que je pensais avoir dépassée, mais bien ancrée qui est: «Il faut travailler dur pour réussir» et comme je travaillais moins, j'étais persuadée que mes résultats étaient moins bons
Et j'ai regardé les choses factuellement. Mes résultats étaient identiques à l'année précédente. Mais je travaillais moins, je peinais moins, c'était moins dur. Alors j'avais cette impression que ça fonctionnait moins bien. Donc ça a été déjà une prise de conscience qui était super intéressante pour la suite. Après, cette année-là, je me suis un petit peu éparpillée. Alors moi, je peux avoir un petit côté un peu multipotentiel ou je sais pas, mais voilà, j'aime créer, ça part des fois un peu dans tous les sens. Je suis comme ça. Et ma coach me l'a dit, hein, elle me dit, il y a des gens qui font des millions d'euros avec juste une offre. Hein. Donc, cherche pas à en faire 15 000. Et il m'a fallu 1 an pour m'en rendre compte. 1 an à me rendre compte que j'avais passé l'année à essayer de proposer des trucs, des services qui, sur le coup, je trouvais génial, j'avais beaucoup d'enthousiasme, etc. Mais le temps de lancer le produit, créer le produit, diffuser le produit, communiquer, etc., je perdais un temps fou et j'oubliais de vendre ce qui fonctionnait le mieux, à savoir mon forfait équilibre dans lequel j'accompagne les gens vers leur deuxième vie. Donc, voilà. Donc, forcément, ça veut dire que j'ai connu des bides, j'ai connu des flops. Forcément, c'est compliqué à vivre, hein, les premiers flops. On se dit, waouh. Moi, personnellement, comme tout avait plutôt bien fonctionné depuis le début, je me suis dit, merde, alors, qu'est-ce qui se passe ça, toi, tout se mélangeait avec le rythme en moins. Et j'avais vraiment l'impression d'être sur la pente descendante, quoi. Genre, ça y est, t'es fini, t'as fait 3 ans, t'es morte. Donc, ça a demandé beaucoup de travail sur soi. Après, il n'y a pas de secret. Moi, je sais que je suis accompagnée tous les ans par des coachs. Je suis accompagnée aussi parce que je l'appelle ma coach mindset, mais c'est une énergéticienne qui me suit depuis 3 ans, qui maintenant me connaît par cœur et qui m'aide énormément à identifier mes croyances, mes peurs, à les regarder en face, à me dire, bon, ok, celle-là, tu dégages. Voilà, à les déconstruire et ça m'aide terriblement. Donc, ça, c'est une ressource dont aujourd'hui, je ne me passe pas et je n'ai pas envie de me passer parce que je sais à quel point c'est ce qui m'a permis du coup de dépasser. La peur, elle est toujours là, les flops sont toujours là, les échecs sont toujours là, l'incertitude est toujours là. Ce qui a changé, c'est ma confiance en moi, cette sécurité intérieure que petit à petit j'ai construite. Cette capacité à gérer ses émotions, cette capacité à ne pas se laisser embarquer par ton hamster qui voit tout ce qui ne va pas fonctionner, pas marcher, catastrophe, etc. Réussir à prendre du recul, à gérer tout ça, c'est ça qui nous sauve. La peur, elle est toujours là et l'incertitude, elle est toujours là. C'est juste que j'ai appris à le gérer mieux, à le gérer différemment pour pouvoir, même quand j'ai des flops, même quand j'ai des moments de crise, à les passer beaucoup plus vite, à les passer beaucoup mieux, à les passer avec beaucoup plus de lâcher prise. Et puis, du coup, à rebondir et à continuer sans me laisser totalement anéantir par tout ça. Oui, c'est super intéressant ce que tu partages parce que on voit aussi cette capacité d'analyse que tu as et cette prise de recul et cette capacité aussi à prendre des décisions stratégiques qui sont cruciales, comme cette décision de dire, en fait, je vais lâcher ce qui fonctionne et ce qui me permet de vivre pour retrouver du plaisir et vraiment mettre mon attention sur le développement de ma propre entreprise. Et c'est pas évident à gérer toutes ces phases-là, ou toutes ces phases aussi où tout fonctionne. Et puis à un moment donné, ça fonctionne plus, alors qu'on n'a rien changé dans la communication, dans les actions, mais ça marche moins bien. Et c'est là où le travail sur l'être est essentiel, parce que en fait, quand on vit ces périodes-là de vide, de désalignement, ça peut venir aussi bien du modèle économique. Et toi, c'est ce que tu as dit à un moment donné. C'était trop lourd, en fait, et l'épuisement revenait. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi l'être qui fait qu'à un moment donné, peut-être qu'on a perdu la motivation, le plaisir, le sens de ce que l'on fait. Et toi aussi, tu as vécu ces phases de pivot d'activité où tu as pris cette décision stratégique en disant, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui ?
pour que ça puisse continuer. Donc, merci pour ton authenticité et ta transparence dans tout ce que tu nous partages. Alors, qu'est-ce qui t'anime finalement, Catherine, aujourd'hui profondément? Qu'est-ce qui te porte aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que le matin, tu te lèves pour faire ce que tu fais? C'est quoi ton message finalement au monde? Alors, je souris, alors, comme c'est un podcast, on ne voit pas, mais je souris parce qu'en fait, il n'y a pas très longtemps, et d'ailleurs j'ai lu un post d'une entrepreneur qui m'a vraiment parlé. On parle toujours du message qu'on veut transmettre aux autres. C'est vrai, il existe. Mais très sincèrement, si je suis vraiment honnête avec toi et avec vous, ma motivation, elle est surtout personnelle et égoïste. C'est-à-dire que ma motivation, elle est dans mon style de vie, elle est dans la liberté que j'ai aujourd'hui de gérer mes journées, elle est dans le temps. Hier, j'ai fait une story en disant que j'ai fait une sieste jusqu'à 15 heures. Voilà. Mais l'autre jour, j'ai un rendez-vous client qui s'est reporté. Je suis allée à la plage, j'ai passé ma journée à la plage. Moi, le pourquoi moi vraiment ma première motivation, c'est ça. Je disais tout à l'heure kiffer ma life, mais ouais, c'est ça. C'est profiter du temps, vivre dans un endroit qui me fait vibrer. J'ai déménagé au bord de la mer. C'est partir dans 1 mois et 2 jours, travailler à Bali et y rester 2 à 3 mois. C'est vivre ces expériences-là avec, voilà, combien de fois dans une semaine je peux me dire mais waouh, qu'est-ce que j'ai de la chance en fait. Qu'est-ce que j'aime ma vie. Pour rien au monde, je reviendrai à ma vie de Wonder Woman salariée d'avant, qui travaille 10-12 heures par jour, les week-ends et qui n'a plus de vie et qui court partout. Pour rien au monde. Donc ma première motivation, c'est ça, très égoïstement. Mais du coup, le message derrière, c'est de dire et c'est de diffuser au monde et aux gens qui m'écoutent et qui du coup ont connu un burn-out, donc qui sont encore dans le format Wonder Woman salarié en disant c'est dégueulasse la vie, on n'a pas le choix. Il faut travailler comme ça jusqu'à la retraite et puis c'est qu'à la retraite qu'on pourra profiter de la vie. En fait, moi, ce qui me fait vibrer, c'est de partager aux autres que non, en fait. On n'est pas obligé de s'infliger ça. On n'est pas obligé de vivre une vie comme elles l'ont vécu, qui les a menés au burn-out, voilà, une vie de souffrance, quoi, de course. On peut choisir de vivre autrement. Et c'est possible puisque j'y suis arrivée et que je ne suis pas plus intelligente que les autres. Donc moi, voilà, ça c'est vraiment ça qui me donne envie de montrer que c'est possible, de montrer que c'est une décision à prendre et qu'une fois qu'on prend cette décision, il s'agit de poser les bonnes actions, comme je les ai racontées tout à l'heure, de dépasser ses peurs, de gérer ses émotions, parce que ça, encore une fois, on ne peut pas faire l'impasse dessus et je ne connais aucun entrepreneur qui n'a pas eu la trouille, mais qu'on peut y arriver. Et que même si c'est pas facile, et que même si des fois c'est inconfortable, le bout du compte et le résultat, il en vaut, mais alors largement la peine, quoi. Largement la peine. Et moi, c'est vraiment ça qui me donne envie de communiquer et d'exprimer. Et du coup, j'y trouve vraiment mon compte, parce que non seulement je kiffe ma life, mais en plus je la partage, plus ça inspire les autres. Et ça leur dit, mais bon sang, ouais, pourquoi moi finalement je n'y aurais pas droit. Et voilà, moi, mon message, c'est ça. Et c'est vraiment l'idée qu'on peut redevenir acteur de sa vie, qu'on peut prendre des décisions qui sont certes pas faciles, qui certes ne vont pas plaire à tout le monde, qui certes vont être inconfortables, mais que tout ça, c'est pour un mieux, et c'est pour un mieux-être, et c'est pour un épanouissement bien plus important que de retrouver son petit CDI confortable avec son petit salaire à la fin du mois. Enfin, moi, je ne vois pas la vie comme ça. Ouais, c'est très intéressant ce que tu partages, parce qu'en fait, c'est vraiment cette histoire de remplir sa coupe, en fait. Et plus on se nourrit nous-mêmes, plus on est dans l'énergie, plus on apprécie ce qu'on vit, plus on se remplit, en fait.
et plus ensuite on est en capacité de pouvoir partager, de pouvoir accompagner, de pouvoir guider, de pouvoir faire ce qu'on a à faire. Et très souvent, alors moi, dans ma clientèle, j'ai quand même beaucoup de mères de famille et c'est souvent, on fait toujours passer la famille ou les enfants avant nous. Et je leur dis, mais non, c'est nous d'abord, soyons notre priorité. C'est comme ça qu'après, on est en capacité d'aider les autres. Parce que quand on est complètement sous l'eau, quand on est fatigué, quand on est épuisé, en fait, on n'a pas vraiment cette capacité de pouvoir aider l'autre. Ou alors, on le fait, mais pas de façon bienveillante ou pas de façon. Et souvent, je donne l'exemple du verre d'eau qui est renversé sur la table, où tout de suite, ça va prendre des proportions extraordinaires. Et en fait, c'est pas forcément le verre d'eau qui est tombé sur la table, c'est parce qu'il y a eu autre chose avant. Donc, c'est vraiment ce truc-là, et tu le partages très justement. Et c'est ce qui te permet, en fait, aujourd'hui, d'avoir cette communication qui inspire et qui donne envie, parce que toi, tu es en capacité de remplir ta coupe. Alors, comment tu accompagnes les gens, du coup, Catherine, avec ton entreprise Envol et moi? Qu'est-ce que tu proposes? Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs offres. Une première offre, et c'est là où généralement les gens me rencontrent quand ils viennent de tomber en burn-out ou encore que c'est frais, on va dire, et qu'ils cherchent finalement des réponses à leurs questions. Donc j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Rebondir après un burn-out, qui compte plus de 3000 personnes aujourd'hui. Malheureusement, j'ai envie de dire, hein, parce que ça veut dire qu'on est loin d'être seul et que si Ouais. vous êtes concerné, vous êtes loin d'être seul. Donc c'est un groupe où déjà il y a des échanges, où chacun se rassure, où chacun pose des questions, etc. et sur lequel j'interviens régulièrement, moi, pour des webinaires, des conférences en ligne, etc. Pour donner un autre regard sur ce qu'ils sont en train de vivre, pour donner un autre éclairage, pour là aussi inspirer et dire ok, c'est difficile aujourd'hui, mais grâce à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, vous allez peut-être vous poser les bonnes questions et réussir à changer de vie pour une vie beaucoup plus belle et beaucoup plus épanouissante demain. Donc ça redonne déjà un petit peu une lueur d'espoir. Et je propose un programme que je vais proposer d'ailleurs là prochainement, le 2 juin prochain, je ne sais pas quand sortira ce podcast, qui s'appelle Sortir du burn-out, qui est la première étape pour rebondir. Parce qu'en fait, on veut toujours rebondir. Bien évidemment, quand ça nous arrive après un burn-out, ce qu'on veut, c'est soit vite repartir dans sa vie d'avant, soit vite pouvoir rebondir vers autre chose. Sauf qu'il y a une étape intermédiaire. Et cette étape intermédiaire, si on la grille, si on va trop vite, on ne prend pas les bonnes décisions et on ne recharge pas suffisamment ses batteries. Donc, le programme Sortir du burn-out, c'est justement vous aider à vous poser les bonnes questions, comprendre ce qui vous arrive, comprendre et connaître les clés pour retrouver de l'énergie. Donc, je vais être accompagnée de partenaires naturopathes, de sophrologues qui vont nous aider à connaître l'alimentation qu'on doit avoir, connaître comment calmer, gérer ses angoisses, comment, avec la sophrologie, peut-être retrouver un petit peu plus de sérénité et de confiance. Donc, ça, c'est le premier programme qui, pour moi, a vocation à leur permettre de mettre le premier pas à l'étrier pour pouvoir justement rebondir sans aller trop vite. Une fois que cette phase-là, elle est accomplie, c'est-à-dire qu'on a retrouvé de l'énergie, on a pris un petit peu de recul, on s'est posé les bonnes questions. Là, effectivement, des fois, on a envie d'aller plus loin, se dire, bon, qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie? Et donc, je propose là le forfait équilibre qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de pourquoi j'ai fait un burn-out. Parce que le burn-out, comme je le dis souvent, est une rencontre entre une personnalité et un contexte. Ce n'est pas que de la faute du méchant employeur si on est tombé, même si ça ne plaît pas que je dise ça, mais on a aussi une part de responsabilité qui fait que pourquoi on n'est pas parti, pourquoi on a été trop loin, pourquoi on n'a pas su dire non. C'est ça. Voilà, donc il y a aussi une réflexion et une introspection à avoir pour être capable de se transformer et ne pas continuer avec les mêmes fonctionnements, parce que sinon demain, même si vous changez d'entreprise, changez de poste, rien ne vous met quelque part à l'abri de ne pas rechuter. Donc déjà comprendre ça, comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir mieux se préserver, et ensuite réfléchir et mettre en place et revenir vraiment se reconnecter à soi pour retrouver le projet professionnel qui me redonnerait envie de retravailler. Parce qu'après un burn-out, on n'a pas forcément
toujours très envie de retourner travailler. Donc ça, c'est le deuxième forfait. Et le troisième forfait, c'est le forfait liberté. Parce que là aussi, quand on a connu un burn-out, on a souvent l'envie de ne plus avoir de patron et de se lancer en tant qu'entrepreneur. Et donc là, dans ce forfait-là, j'accompagne ces personnes à lancer leur activité. Donc du coup, je leur confie tout ce que j'ai moi-même appris avec mes coachs et aussi du coup tout le mindset, tout le travail intérieur qu'il faut avoir fait pour être entrepreneur, mais ne pas se réépuiser dans l'entrepreneuriat. Donc savoir se préserver aussi et gérer ses émotions. Ok. Et alors, pour terminer notre échange, quels sont tes projets, quelles sont tes ambitions pour les mois ou les années à venir pour Envoie les mois? Est-ce que tu as une petite idée? Alors déjà, mon ambition à très court terme, c'est de Oui, partir bah oui. vivre mon expérience parce que pour la petite histoire, je rêve de devenir une digital nomade, donc c'est-à-dire de pouvoir travailler de partout dans le monde depuis que j'ai démarré mon aventure. Mais là aussi, j'ai été confrontée à beaucoup de peurs, de freins, etc., qui ont fait que j'y suis pas allée plus tôt. Et donc là, Bali, c'est ma première expérience où je pars toute seule quand même, comme je disais, après de 18 heures de vol toute seule, sans connaître personne, vivre cette expérience. Alors, avec un mix d'enthousiasme, de peur, d'appréhension, mais je suis plus enthousiasme qu'apeurée. Donc, et mon projet pour les prochains mois, c'est de continuer. C'est-à-dire que là, je compte passer 2-3 mois en Indonésie. Je compte finir l'année sans doute en Algarve au Portugal. L'année prochaine, partir 2-3 mois en Thaïlande. Enfin voilà, je veux vraiment installer ce mode de vie. Je ne dis pas que ça va durer toute ma vie, mais en tout cas, là, j'ai envie de faire ça. Donc, j'ai envie de voir comment ça va se passer, puis si ça va me plaire. Donc, ça, c'est ma première priorité, encore très égoïstement. Euh, mais je pense que aussi ça va parler encore une fois aux gens qui m'écoutent, aux gens qui sont dans ma communauté, qui rêvent justement de cette liberté. Euh, donc pour la petite histoire, pour arriver à ça, j'ai quand même vendu ma maison. Toutes mes affaires tiennent dans un coffre d'une voiture. Je suis passée à à une vie de couple séparée. Où mon mari et moi, on vit plus ensemble et où on se retrouve les week-ends et pas tous les week-ends. Et là, quand je serai partie pendant 3 mois, on se verra pas pendant 3 mois. Donc ça a été aussi tout un tas de décisions et d'étapes, voilà. Et comme quoi la liberté, on peut l'avoir, mais il y a des contreparties aussi, voilà. Donc ça c'est mes projets. Après, je réfléchis à écrire un livre. J'ai envie d'écrire un livre sur justement ma méthode, mon expérience. Et j'ai envie de pouvoir commencer à partager cette expérience avec peut-être d'autres coachs qui ont envie de mieux comprendre comment aider des personnes qui ont traversé un burn-out. Donc, ce qui serait pour moi une nouvelle étape dans le développement de l'entreprise. Et ça me fait plutôt envie. Donc, voilà. Voilà les projets que j'ai dans les mois qui viennent. Super, merci beaucoup Catherine pour ce partage en toute transparence, très axé sur la liberté. Et effectivement, c'est un peu dans l'air du temps et on parle dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, on parle de plus en plus aussi de flexibilité. Donc vraiment cette faculté de redonner aussi à l'humain la pleine responsabilité de la gestion de son temps et de ne plus être enfermé dans un modèle de fonctionnement essentiellement axé sur le temps. Donc, on peut dire que ce podcast respire la liberté, mais la liberté de mouvement que tu incarnes pleinement. Mais c'est vrai que c'est aussi une liberté de choix, de décision, d'action, de liberté en termes de créativité. Et c'est vrai que ça va parler aussi à beaucoup de personnes. Merci beaucoup, Catherine, pour cet Merci échange. Vanessa.